expériences de paysage. Merci à tous d'être venus ce matin. Vous savez que ce cycle de conférences a lieu une fois par mois, un samedi par mois. Donc le prochain sera fin janvier. Et nous accueillerons Jean-Marc Bouillon, qui est l'actuel président de la Fédération française du paysage. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Augustin Berg, qui est géographe orientaliste, qui a fait partie du groupe du DEA Jardin, Paysage, Territoire de la Villette, et donc a formé une génération de paysagistes sur la pensée du paysage, mais enfin en parler, et directeur d'études à l'école des hautes études de sciences sociales. En sciences et sociales, voilà. Et donc, voilà. Alors, ce matin, on a une expérience de paysage qui ressemble un peu moins aux autres, puisqu'on n'a pas de projection avec des images. Voilà, Augustin Berg va simplement nous parler. Mais vous avez tous un support, un texte qu'il a rédigé juste pour la matinée. Et donc, ce titre, La pensée paysagère, qu'est-ce que cela veut dire ? Effectivement, on est content parce que ce matin, on aura une occasion d'avoir une version orale du fait que la conscience du paysage appelle à penser d'une certaine manière. Voilà, donc on est très... À vous. Merci. Alors, effectivement, je ne pratique pas les projections, mais vous en avez une là tout de même. Et on va faire l'expérience, puisque expérience est au programme, de ce paysage. C'est un paysage qui se trouve dans le sud-ouest marocain, l'Atlas de l'Ouest, le Haut Atlas de l'Ouest. Et vous avez un torrent montagnard qui va déboucher sur la plaine qui est à droite, on ne la voit pas. C'est les derniers contreforts. Et qui s'appelle Sexava, enfin Asif Sexava. Ce que vous voyez là, il faut vraiment aller dans des pays secs pour voir un tel paysage. Vous ne pouvez pas voir ça en France, même en Provence. Vous avez, pour voir d'abord cela en géologue ou en géomorphologue, ce que vous avez au premier plan, ce sont des marnes du lias, vous savez, des marnes verdâtres. Puis vous avez le torrent. Et vous voyez ensuite des couches violettes, violacées, qui sont du Permotrias, du grès, du Permotrias. C'est une époque, comme vous le savez, au Permien, il y a eu une grande extinction de la vie sur la Terre. On va revenir sur ce thème tout à l'heure. Donc vous avez déjà les traces que ça laisse. Bon, j'entre pas dans le détail. Et ensuite, vous voyez que, en remontant vers le haut, de nouveau, ça devient blanc verdâtre. Alors c'est de nouveau le lias. Et puis, alors on ne le voit pas, mais la montagne qui est à droite, c'est un craie de calcaire jurassique. Et en haut à gauche, on le voit à peine, au-delà du Permotrias, on voit des couches primaires, des schistes qui sont plutôt noirs. Alors là, c'est une petite partie d'une photographie qui orne la couverture d'un petit livre que j'ai écrit en 2007, il y a juste 10 ans, et qui s'appelait justement « La pensée paysagère ». Et la question qu'on peut se poser après 10 ans, qu'est-ce que ça veut dire, la pensée paysagère ? En 2007, c'était un peu dans l'air du temps, parce que l'année précédente, un architecte paysagiste espagnol, Javier Maderuelo, avait publié un livre collectif qui s'appelait Paisaje y Pensamiento, c'est-à-dire paysage et pensée. J'ai écrit l'un des chapitres de ce livre.
Et puis, il y avait à peu près au même moment, alors je ne sais plus les dates exactes, mais un séminaire de Michel Collot qui s'appelait « La pensée paysage », avec un trait d'union entre pensée et paysage, qui, quelques années après, en 2011, a été recueilli un certain nombre des communications de ce séminaire ont été reprises sous le titre, justement, « La pensée paysage ». Donc vous voyez, c'est une conjoncture, on s'interrogeait sur ce rapport entre pensée et paysage. Ça ne vient pas directement à l'esprit de faire le rapport entre pensée et paysage. Parce que, est-ce que, justement, la question a été posée d'emblée, est-ce que le paysage porte à penser ? Ou est-ce que penser, méditer porte au paysage ? On peut vraiment en douter. C'est là, par exemple, si vous prenez la figure du penseur de Rodin, il n'a pas l'air de regarder le paysage, n'est-ce pas ? C'est pas ça. C'est pas cette attitude qu'on a. Et puis, d'un autre côté, on a cette peut-être une des premières expériences paysagères que l'on puisse dater historiquement, c'est celle de l'ascension de Pétrarque au Mont Ventoux en 1336, que les paysagistes connaissent bien parce que justement c'est une des premières expériences qui est restée dans l'histoire. Vous savez, il fait l'ascension et puis il est saisi par la beauté du paysage. Seulement, on ne parlait pas encore de paysage à cette époque-là. Donc il est saisi par la beauté de ce qu'il voit, et puis il se reprend. Et que fait-il ? Il tire de sa poche les pensées, comment ça s'appelle déjà ? Saint-Augustin. Et qu'est-ce qu'il ouvre ? Comme par hasard, je vais vous lire le passage que, soi-disant, c'est le hasard. À mon avis, c'est un peu reconstruit, mais les confessions, je disais les méditations. Les confessions, le passage, c'est en latin, ça commence par « et eunt homines mirari », etc., mais je vous lis le français. « Et les hommes s'en vont admirer les cimes des montagnes, les vagues énormes de la mer, le large cours des fleuves, les plages incurvées des océans, les révolutions des astres, et ils se détournent d'eux-mêmes. Et relinquunt se ipsos, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ce qu'ils devraient faire, dans ce cadre-là, dans ce cadre du christianisme catholique, eh bien, ils devraient plutôt s'occuper de leur conscience. Et saint Augustin, justement, dans les confessions, c'est très clair l'opposition qu'il y a entre dedans et dehors. Dehors, c'est justement ce que Pétrarque vient de trouver dans ce passage des confessions. C'est ce qu'aujourd'hui nous appelons paysage. Mais le paysage, justement, il nous détourne de l'examen de conscience auquel nous devrions plutôt nous livrer. Alors, dans le texte de saint Augustin, c'est memoria, le mot conscientia existait déjà, mais il emploie memoria. Par exemple, il dit « Tu demeures en ma conscience, Seigneur ». C'est ça, saint Augustin qui parle à Dieu. « Tu demeures en ma conscience, Seigneur. Manes in memoria mea ». C'est dire à quel point la conscience est importante, puisque c'est la résidence de l'absolu. On trouve aussi chez saint Paul cette idée, l'absolu en chacun, chacune, parce que justement, Seigneur, tu demeures en ma conscience. Voilà, donc ça, c'est plus important que de regarder dehors. Alors vous avez intus à l'intérieur et foris, dehors, dont le Corse a retenu fora, n'est-ce pas ? C'est la même racine, dehors.
Et au début du christianisme, c'était tellement fort, cette opposition, cette antinomie entre le paysage, ce que nous appelons paysage, et la conscience, que les pères du désert, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, je vous lis un ou deux exemples, tirés de Jacques Lacarrière, un livre de Jacques Lacarrière, Les hommes ivres de Dieu. Alors, par exemple, Saint-Elpide, citation, ne se tourna jamais vers l'Occident, vers le coucher du soleil, ne se tourna jamais vers l'Occident, quoique l'entrée de sa caverne, c'était un ermite, il vivait dans une caverne dans le désert, quoique l'entrée de sa caverne fût sur le sommet de la montagne, alors c'était près de Jéricho, le mont Louka, pas plus qu'il n'a jamais regardé le soleil, ni les étoiles qui apparaissent dès son coucher, et dont il n'a pas vu une seule durant 20 ans. C'est vous dire à quel point. Alors, un autre, alors là ça devient quasi surréaliste, c'est Saint-Eusèbe. Citation, Saint-Eusèbe, défendit à ses yeux de regarder cette campagne, c'était près d'une ville qui plus tard s'est appelée Alep. Regarder cette campagne, ni de jouir du plaisir de considérer la beauté du ciel et des astres, et il ne leur permit point de s'étendre au-delà d'un petit sentier large d'une palme qu'il empruntait pour se rendre à son oratoire. Il vécut ainsi pendant plus de 40 ans. Je saute un passage. Il ceignit ses reins avec une ceinture de fer, mit un gros collier à son cou et l'attacha à cette chaîne avec un autre morceau de fer pour se contraindre à regarder toujours vers la terre. Avec ça, vous ne pouvez pas avoir une esthétique du paysage, ni une pensée paysagère, ça c'est sûr. Quoique, c'est justement, ce n'est pas si simple. Revenons à l'ascension de Pétrarque, 1336, c'est à peu près au même moment que Lorenzetti va peindre les effets du bon gouvernement à la campagne, où nombreux sont les historiens de l'art qui voient une des premières manifestations d'une esthétique du paysage. Ça a été peint entre 1338 et 1340, vous voyez, c'est au même moment. Et un historien du paysage, Raffaele Milani, a vu là la première manifestation d'une conscience du paysage dans le sens moderne. Mais on ne va pas entrer dans le détail. Disons que, enfin, vous le savez tous, c'est à la Renaissance qu'en Europe, le paysage comme tel, en tant que tel, s'est mis à exister pour les Européens, et notamment avec un mot pour le dire. Alors, maintenant, quel rapport avec pensée paysagère ? Pensée paysagère. Là, à la Renaissance, on a des preuves qu'il a commencé à exister une pensée du paysage et des représentations du paysage, aussi bien verbales que iconiques. Et ça, c'est une étape nécessaire. Avoir un mot pour le dire, ça prouve que ça existe pour les gens. Bon, alors ça c'est une pensée du paysage. Il y avait cela. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pensée paysagère ? Une pensée paysagère, c'est quelque chose qui va avec une manière de vivre, une manière d'exister, qui nous a laissé tous ces paysages admirables que nous avons encore partout dans le monde, dans une certaine mesure, et que nous ont laissé nos ancêtres qui n'avaient justement pas une pensée du paysage. Ils n'avaient pas de mots pour le dire, et ils ne le représentaient pas, ça se discute aussi, mais bon, il n'y avait pas de peinture paysagère proprement dite.
Bref, il n'y avait pas de pensée du paysage. Voilà. Mais c'est à eux, qui n'avaient pas de pensée du paysage, que nous devons tous ces magnifiques paysages qui nous restent encore. Donc, eux, ils avaient une pensée paysagère, puisqu'ils pensaient tout autant que nous-mêmes, ils pensaient autrement, mais ils pensaient tout autant que nous-mêmes, c'était des homo sapiens, comme nous, et ils vivaient d'une manière qui allait avec, concrètement, cette création, puisque c'est leur œuvre, de leurs mains, ils ont fait ça, tout en pensant de leur manière, d'une manière qui nous a laissé ces paysages. Donc c'est ce que j'appelle une pensée paysagère. Et nous, alors, donc, on a cette pensée du paysage. Votre présence aujourd'hui, malgré le cortège de Johnny, ça prouve que vous vous intéressez au paysage. On a ça, et notre époque, alors là, c'est un problème, c'est l'époque qui détruit les paysages sur toute la planète. C'est l'époque par excellence de ce qu'un poète chinois du IXe siècle, je vais en reparler tout à l'heure, a appelé le tu-paysage. En chinois, Shafengjian. C'est notre époque par excellence, l'époque du tu-paysage. Là, on a vraiment une contradiction. Aucune époque n'a parlé davantage du paysage, n'a enseigné sur le paysage, écrit sur le paysage, etc., etc. Et c'est l'époque par excellence du tu-paysage. Voilà. Alors c'est le problème que je me posais dans ce petit livre, La pensée paysagère. J'étais parti de cette question. En un mot, la modernité, et en particulier la civilisation industrielle qu'est la nôtre, elle est adverse au paysage. Alors, juste à propos de l'expression, la couverture du petit livre qui s'appelle La pensée du paysage, ça c'est une partie de l'image. C'est dommage qu'on ne puisse pas voir l'image entière, c'est quand même plus joli que ça, mais bon, c'est pas... Alors, le fait que pas mal de mes anciens étudiants, et au-delà de mes étudiants, c'est pas très clair. C'est justement pourquoi j'ai choisi cette question. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que ça n'est pas très clair pour tout le monde. Et une des preuves que ça n'est pas très clair pour tout le monde, c'est qu'il y a eu, quand le livre a été traduit dans quelques langues étrangères, eh bien, il y a eu un gros problème. Comment traduire ça, ce titre? Et notamment avec la traductrice en anglais, qui est une amie, Madame Finberg, on a parlé longtemps avant qu'elle ait l'idée d'un titre que je trouve vraiment au cœur de la question. Elle a trouvé en anglais « Thinking Through Landscape ». C'est bien ça, « Thinking Through Landscape », ça veut dire que, eh bien, c'est une pensée paysagère qui s'exprime dans le paysage, et le paysage manifeste cette pensée paysagère. Voilà, c'est bien l'idée qui est là. Dans une autre langue, le japonais, le titre en japonais c'est Fuke Toichi. Chi, c'est le savoir. Donc, on peut dire ce savoir qu'est le paysage. Ce n'est pas tout à fait pensée paysagère, mais vous savez, donc, un savoir qui s'exprime dans le paysage. Et c'est le paysage qui est, EST, ce savoir, etc., etc. Bon, il y a 2-3 autres langues, mais comme moi-même je ne les pratique pas, et je suppose que vous ne les pratiquez pas non plus. Si, en chinois, la traduction c'est Fengqing de Wenhua, ça veut dire la culture du paysage. C'est pas très bon, parce que là ça se rapproche trop de... Bon, allez,
On ne va pas faire une revue des langues. Venons-en vraiment à la substance, à l'ajo, comme disent les hispanophones, venons-en à l'ail, hein, c'est-à-dire au cœur du problème. Tout à l'heure, on parlait de nos passés respectifs. Le mien est déjà assez long. Figurez-vous que j'ai commencé à enseigner quai Malaquais à l'école des Beaux-Arts à l'automne 67. Et moi, je venais de la géographie. C'était mes premiers contacts professionnels avec des architectes, parce que j'étais côté architecture. Et à cette époque, on commençait à connaître en France un livre qui a paru en anglais en 64, le livre de Bernard Rudowski, Architecture Without Architects. Ça a été traduit Architecture sans architecte. C'était un livre qui a mis les architectes très très mal à l'aise. Parce que, au fond, la question que pose ce livre, qui nous montrait des collections de paysages magnifiques, tous bâtis, hein, donc de l'architecture, à l'époque où... Alors là, on était dans les années 60. Hein, c'était encore le mouvement moderne en architecture, les thèses de Corbusier, tout ça, était encore... ça commençait à être questionné. Mais vraiment, avec ce livre, on a commencé à se demander, mais de quel droit les architectes nous imposent-ils une telle architecture ? Voilà. Alors, la génération des enseignants de cette époque, qui ont remis en question la charte d'Athènes, etc., c'est eux qui, dans la décennie suivante, ça n'a pas tardé, on est passé au postmodernisme en architecture. Mais ce n'est pas seulement les professionnels, c'est toute la société qui, petit à petit, les résidences secondaires existaient déjà, mais pas encore ce que l'on a appelé, vers la fin du siècle, urbain diffus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'urbain diffus ? Eh bien, c'est une société urbaine, fonctionnellement urbaine, qui se met à éprouver le désir d'habiter à la campagne, même au-delà de la résidence secondaire. C'est permis par les moyens de transport qui, évidemment, se sont développés de plus en plus. Donc, l'urbain diffus, qu'est-ce que c'est ? Donc, une société urbaine qui veut habiter dans un habitat ruraliforme. C'est bien ruraliforme parce qu'évidemment, il n'est pas question de devenir agriculteur. On va consommer quoi ? Eh bien, on va consommer du paysage. Parce que, grosso modo, on va dire, c'est pour se rapprocher de la nature, c'est ça le discours. Mais en fait, c'est la nature en termes de paysage. Parce que cet urbain diffus, en réalité, en termes d'écosystème, c'est un habitat insoutenable, parce qu'il a une empreinte écologique insoutenable. Et justement, au début des années 2000, j'ai lancé un programme de recherche international, c'était à partir du Japon, justement sous ce titre, l'habitat insoutenable. Parce que insoutenable permet de jouer sur l'ambivalence de ce terme. C'est un habitat qui n'est pas soutenable au sens écologique, l'empreinte écologique est disproportionnée, d'une part, mais aussi insoutenable, il y a un côté moral. Un côté moral parce que ça repose sur une inauthenticité préoccupante, puisque, soi-disant, parce qu'on aime la nature, en fait, on détruit la nature. Vous voyez, là aussi, vous avez une contradiction très préoccupante. Donc, on aime la nature, entre guillemets, et
physiquement, écologiquement, on détruit la nature. Et dans la foulée, parce que c'est quand même la même génération, c'est cette génération qui consomme du paysage sur tous les plans. On consomme du paysage et on détruit aussi le paysage. On détruit le paysage. À tel point que il faut protéger le paysage. Vous avez plein de cas, justement, où des politiques de protection du paysage se sont mises en place dans la deuxième moitié du siècle dernier. Des exemples dans tous les pays, mais en particulier, par exemple, en France. Quand la recherche de beaux paysages amène tant de touristes que ça détruit non seulement l'herbe, mais le paysage aussi, parce que, par exemple, le cas de la pointe du Raz, vous savez, il a fallu mettre en retrait les parkings et tout ça. Bon, vous voyez, ça c'est un exemple. Donc on aime le paysage et on le détruit. Du même mouvement. Et c'est parce qu'on a le goût du paysage. Et c'est un goût, il est sincère en même temps. Vous voyez, c'est très très complexe. Je disais inauthentique, mais c'est une inauthenticité dont nous n'avons justement pas conscience, à moins de travailler sur la question. Ce qui est en cause, donc, c'est l'ensemble de nos comportements. C'est notre manière de vivre, notre genre de vie, qui est adverse à la qualité des paysages. Aussi bien en ville, ici vous vous occupez plutôt de la ville et des paysages urbains, mais c'est généralisé, aussi bien la ville que la campagne. Alors, dans le livre justement de Madeloello, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, il dit, un livre collectif, donc dans son propre chapitre, il dit ceci: si le paysage que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire objectivement, ce qui ressort de nos activités, si le paysage que nous sommes en train de construire ne nous satisfait pas, alors au lieu de ça que nous faisons, on va rechercher des reliques de ce que nous ont laissé nos ancêtres, parce que eux, justement, ils faisaient de beaux paysages. Donc, si ce paysage que nous sommes en train de construire ne nous satisfait pas, alors c'est que nous faisons fausse route. Nos estamos equivocando. Bon, effectivement, nous faisons fausse route de manière générale. C'est ce qui est en cause, c'est fondamentalement, c'est l'insoutenabilité de notre genre de vie, de notre manière d'exister sur cette planète. Maintenant, je reviens à cette expression tout à fait intéressante qu'est le tu-paysage, shafengjian en chinois, prononcé en japonais sapuke. Donc, c'est un poète du IXe siècle qui s'appelle Li Shangyi, 813-859, qui a créé ce mot. Ce qu'il voulait dénoncer, pour dire tout de suite ce que ça voulait dire, ça dénonçait une attitude prosaïque, vulgaire, sans goût. Et à l'époque, dépourvu de ce qui en chinois était justement le bon goût, c'est le goût fengliao. Fengliao, c'est-à-dire, il y a deux sinogrammes. Le premier, c'est le vent, et le deuxième, c'est écoulement. Donc, littéralement, c'est l'écoulement du vent. En fait, ça veut dire, c'est une esthétique de la nature qui s'était mise en place à l'époque des 6 dynasties, c'est-à-dire entre le 3e et le 6e siècle de notre ère, les 6 dynasties. Et Li Shangyi a même fait une liste de 10 cas de tu-paysage. Alors, j'ai le temps de vous les lire en vitesse. 1. Crier pour le chemin parmi les fleurs.
Donc c'est un personnage qui se promène dans la foule. Alors crier, ça ne va pas du tout avec l'esthétique des fleurs qu'il faut regarder en silence. Bon. Pleurer en regardant les fleurs, là ça ne va pas non plus parce que les fleurs c'est beau, ça met du baume au cœur, et ça, bon, il n'y a pas de quoi pleurer. Bien. Étendre une natte sur la mousse, c'est idiot, ça dissonne. La mousse, c'est fait pour qu'on s'allonge dessus voluptueusement, il n'y a pas besoin de mettre une natte. Tailler un saule pleureur. Il ne faut pas. Le saule pleureur, justement, son esthétique, c'est ses branches qui pendent. 5. Faire sécher ses culottes sous les fleurs. Là, vous pouvez imaginer. Attacher son cheval à une stalagmite. Là aussi, on comprend tout de suite. Prendre une torche sous la lune, la pleine lune. Là aussi, la pleine lune, il n'y a rien de plus beau qu'un clair de lune. Pas besoin d'une torche. Parler popote à un banquet. Oui, j'ai traduit comme ça, mais un banquet, oui, mais un banquet avec de belles courtisanes. Le mot chinois comprend courtisane. Bon, là, il ne faut pas parler de choses vulgaires dans de telles circonstances. Adosser une tourelle à la montagne, ça je vais y revenir, ça c'est 10. 11. Élever poules et canards sous une pergola. Évidemment, là aussi, la pergola, c'est de l'esthétique, les poules, ça sent mauvais. Bon, c'est prosaïque. Et il termine, 12, un général à pied. Bon, là, c'est d'ordre hiérarchie sociale, ça ne va pas qu'un général marche à pied. Bon, en fait, vous voyez, il n'y a qu'un item qui concerne directement le paysage, c'est adosser une tourelle à la montagne. Bon, Kilo, c'est élever une tourelle. Lo, c'est pour regarder le paysage. Mais alors, avec Beissin, c'est avec la montagne derrière soi. C'est complètement idiot. Il n'y a qu'à marcher 10 pas sur le flanc de la montagne et on verra tout autant. Donc, il n'y a pas besoin de construire une tourelle pour regarder le paysage de la montagne. Ce sont donc des tas de dissonances, vous voyez, qui dénotent un manque de goût total. Voilà. Alors, cette esthétique, en chinois, donc, Funleo, l'écoulement du vent, qui s'était mise en place sous les 6 dynasties, elle est issue d'un mouvement érémitique tout à fait particulier, rien à voir avec les pères du désert, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. Là, ce sont des mandarins, donc c'est la classe de loisirs, qui se met à rechercher la nature, parce que c'est une époque très troublée, où ils avaient souvent parfois même pour sauver leur vie avec les changements de dynastie, tout ça. Bref, ils quittent la fonction en ville et ils se réfugient à la campagne, voire dans la montagne. Donc c'est un mouvement, ils se sont auto-consacrés comme ermites. Et c'est l'époque où justement, pour la première fois dans l'histoire du monde, naît une esthétique du paysage avec des mots pour le dire spécifiquement et même des essais sur le paysage, une réflexion écrite sur le thème du paysage. Donc ça, c'est le mot, si vous voulez, la première trace écrite qu'on ait d'une esthétique vraiment paysagère avec le mot « Saint-Sui », et les monts et les eaux. Dans un sens vraiment paysager, parce que le mot existait déjà, mais c'est un mot employé par des techniciens de l'hydraulique, pour l'irrigation ou la protection contre les crues. Rien à voir avec l'esthétique, et à preuve que les poètes n'employaient pas ce mot. Jusqu'en l'an 300, le premier poète à l'employer, Zhuo Si, il l'emploie justement dans un sens qui veut toujours dire, le sens initial, c'est les eaux de la montagne, mais avec une connotation qui devient esthétique. Et en une 50aine d'années, ça va prendre le sens que vous connaissez, et qui est justement un équivalent de paysage, Saint-Sui.
Donc la première trace écrite que l'on ait du sens de paysage dans ce sens-là avec Xiang Shui, c'est un recueil de courts poèmes qui ont été, bon, je vais un peu plus vite, le 3e jour du 3e mois de 353, c'est facile, c'est mnémotechnique quasiment, à la réunion du pavillon des orchidées. Bon, je saute. C'est à cette époque que naît vraiment, et ça, c'est environ 1000 ans avant ce qui se passe en Europe à la Renaissance. Vous voyez, vraiment naissance du paysage comme tel. Alors, ce dont parle Li Xiangyin, c'est pas de tuer le Xiang Shui. Le Xiang Shui, c'est resté dans toute l'histoire du jeu de la Chine, et puis dans les pays voisins, c'est resté essentiellement dans le domaine de l'art et de la littérature. On l'employait peu dans le sens ordinaire. Et dans un sens plus ordinaire, par exemple, je me promène et je regarde le paysage, et bien là, ça va être Fengjing, et pas Xiang Shui. Bon, vous verrez dans le texte, c'est un peu expliqué, puis avec des références. Pour terminer avec Li Xiangyin, le tu paysage, en somme, il s'agit de Fengjing. Il y a une idée d'ambiance, avec Feng qui veut dire le vent, il y a une atmosphère, une ambiance, et Jing qui veut dire un éclairage. En somme, tuer le paysage, pour Li Xiangyin, c'est essentiellement tuer l'ambiance, hein, par son mauvais goût. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Xiafengjing. Par exemple, en chinois, ça a gardé à peu près le même sens. Vous direz Ta Xiafengjing. Quel tu paysage. Ça veut dire que c'est moche. C'est ça. C'est pas spécifiquement une question de paysage, hein, ça peut être quelque chose de beaucoup plus proche. En japonais, vous pourrez l'employer, sapuke. Vous pourrez dire par exemple quelqu'un qui est ennuyeux, banal, hein, vous direz c'est un mec sapuke. Voilà, il n'a pas de goût. C'est le manque de goût qui est en cause. Et justement, à cette époque des 6 dynasties, où il y a eu, entre autres, naissance d'une poésie du paysage, une poésie paysagère, avec notamment le premier poète du paysage, poète paysager, Xie Lingyun. Dans un de ses poèmes, qu'on peut considérer aussi comme, si vous voulez, l'acte de naissance du paysage, il y a un vers qui nous dit « Le sentiment par le goût fait la beauté ». Qing, le sentiment, Yong Shang, en utilisant le shang, c'est-à-dire le goût, oui, mais fait la beauté. C'est très profond parce que ça veut dire que la beauté, elle n'est pas dans un objet qui serait le paysage, c'est vraiment dans la relation que l'on a avec ça. C'est le sentiment, mais le sentiment cultivé par le bon goût, par le shang. Et le shang, c'est les élites qui le possèdent. Hein, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que je me suis mis à parler de principe de Xie Lingyun. Mais on pourrait dire tout aussi bien le principe de Cézanne. Comme spécialiste du paysage, vous connaissez tous ce passage c'est Gasquet qui a recueilli, enfin l'a-t-il recueilli vraiment verbatim, on ne sait pas, mais c'est ce passage célèbre où Cézanne est censé dire à propos, alors je vous lis le passage vite, avec des paysans, tenez, j'ai douté parfois qu'ils sachent ce que c'est qu'un paysage. Un arbre, oui, ça vous paraît bizarre. J'ai fait des promenades parfois, j'ai accompagné derrière sa charrette un fermier qui allait vendre ses pommes de terre au marché. Il n'avait jamais vu Sainte-Victoire. Ils savent ce qui est semé ici, là, le long de la route, le temps qu'il fera demain.
si Sainte-Victoire a son chapeau ou non, il le flaire à la façon des bêtes. Comme un chien sait ce que c'est qu'un morceau de pain. Alors c'est vous dire l'attitude de la classe de loisirs envers la paysannerie. Hein. Comme un chien sait ce que c'est qu'un morceau de pain, selon leurs seuls besoins. Mais que les arbres sont verts, et que ce vert est un arbre, que cette terre est rouge, vous voyez, que cette terre est violette, et que ces rouges et boulets sont des collines, je ne crois pas que la plupart le sentent, qu'ils le sachent, en dehors de leur inconscient utilitaire. Voilà, merci. Ça, c'est le principe de Cézanne. C'est la différence culturelle immense entre ceux qui ont le charme du paysage et les paysans, les ploucs. Problème. Ceux qui nous ont laissé tous ces magnifiques paysages, c'est les paysans. Hein, c'est pas la classe de loisirs. Si, quand même marginalement, il ne faut pas exagérer. Mais essentiellement, le territoire, il a été construit comme un beau paysage par les paysans. Alors, d'où viennent ces contradictions ? Eh bien, ça vient de la structure. Ça, c'est vraiment un problème ontologique. C'est la structure ontologique du sujet moderne et de son rapport dualiste avec les choses qui en a fait des objets qui est en cause. Et là, c'est vraiment très profond. Ça nous structure et nous n'en avons pas conscience. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En réalité, c'est une très longue histoire. Et personnellement, je fais remonter cette histoire au XIIe siècle avant Jésus-Christ, à un épisode de l'Exode dans la Bible, hein, quand Moïse monte sur le mont Horeb et qui rencontre Dieu. Et alors, je vous lis le passage, hein, c'est Exode 3, 15. Moïse dit à Dieu, « Voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, « Quel est son nom ?» Que leur dirai-je ? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Alors, c'est mieux en hébreu. « Ehyeh asher ehyeh. » Et il dit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire humaine, on formule un être absolu qui n'a besoin qui se fonde lui-même et qui dit son autofondation. Donc ça, bon, c'est un Dieu, c'est le Dieu du monothéisme, 12e siècle avant Jésus-Christ. Mais la question qui nous concerne tout de même plus directement, c'est ce qui se passe au XVIIe siècle, et quand le discours de la méthode reprend quasi texto le même propos, mais cette fois-ci appliqué au sujet humain. C'est Descartes qui l'écrit. Qu'écrit-il ? Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse, je saute un passage, je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence où la nature n'est que de pensée, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Bon, n'a besoin d'aucun lieu pour être. Ça veut dire, c'est la transcendance que s'accorde à soi-même le sujet moderne qui apparaît justement à cette époque. Enfin, en réalité, là, c'est énoncé explicitement, écrit noir sur blanc, mais symboliquement, Panofsky nous a appris que, en réalité, ça s'était déjà exprimé,
dans la perspective comme forme symbolique, vous savez, où l'observateur se place en dehors du tableau, c'est-à-dire il s'extrait, il s'abstrait de son milieu, et ça, donc, ça préfigure cette autofondation du sujet moderne qui n'a plus besoin ni lieu ni milieu pour être. Il se pose lui-même, dit « je pense, je suis ». Je pense donc je suis, c'est « je me pense » et donc je suis. Bon, là, ce ne sont encore que des mots. Words, 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 comme vous savez en anglais. Un propos ontologique, ça ne concerne pas tout un chacun. Mais ayons confiance, la modernité, en 3 siècles, va progresser à tel point qu'au milieu du XXe siècle, on en est à se chercher le moyen technique de cette déterrestration, comme je l'appelle, déterrestration. On n'a plus besoin de la Terre. Alors, qui dit ça? Eh bien, c'est un monsieur qui s'appelle Manfred Clynes. Bon, c'est l'inventeur, un des inventeurs du scanner, hein, c'est pas n'importe qui. Il écrit ceci. Je vous le lis, c'est page 10 dans le texte. I thought it would be good to have a new concept, a concept of persons who can free themselves from the constraints of the environment to the extent that they wished. And I coined this word cyborg. The main idea was to liberate man, to give him the bodily freedom to exist in other parts of the universe without the constraints that having evolved on Earth made him subject to. Bon, on n'a plus besoin de la Terre. Enfin, on n'y est pas encore tout à fait, mais il travaillait à l'époque pour la NASA, et ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, donc, on en est là, presque. Vous me direz, oui, alors, et le paysage, où il est là? Eh bien, le mouvement moderne en architecture et en urbanisme, à sa manière, c'est-à-dire comme forme symbolique, aurait dit Panofsky, exprimait exactement le même principe que j'appelle le principe du mont Horeb. Et on va le chercher chez le pape du mouvement moderne. Hein, vous savez qui c'est, tout de même. Alors, ça se passe quand on a voulu remplacer la gare d'Orsay désaffectée. Hein. Alors, ce que proposait Le Corbusier, ça se passait en 1961, il propose une maquette d'hôtel et palais des congrès, il accompagne sa maquette du texte suivant, page 11, « Ce lieu géographique, cet élément extraordinaire du paysage parisien, la Seine, les Tuileries, bon, il y a toute une énumération, je saute, c'est un régal de l'esprit et des yeux. L'histoire, Lutèce, Paris, Notre-Dame, le Pont-Neuf, il y a toute une liste, je saute, tout ceci peut devenir un immense spectacle offert aux Parisiens et aux visiteurs. Il s'agit en effet d'un centre de culture, je saute, raccordé impeccablement, excusez, à la totalité de Paris, par l'eau, par les métros, par les rues, et relié peut-être totalement par le chemin de fer en direct à l'aérogare d'Orly, devenu débarcadère de Paris, port non de mer, mais port de l'air. Et ceci, sans une bavure, sans un hiatus, ceci apporté par le temps, par l'esprit, à travers les siècles. La bâtisse des temps modernes permet de créer un instrument prodigieux d'émotion. Telle est la chance donnée à Paris si Paris se sent le goût de continuer et ne pas sacrifier à la sottise l'immense paysage historique existant en ce lieu. C'est un grand esprit qui parle. C'est pas n'importe qui. Mais c'est absurde. Mais c'est vraiment le principe
du mont Horeb pur jus parce qu'il est abstrait. C'est un regard de nulle part, l'abstraction du sujet moderne, hors de tout lieu, de tout milieu. Donc voilà, il y a ce spectacle. Du haut de ma barre, ça sera super. Ça sera un peu cher, supposons. Mais il ne comprend pas, il ne sent pas que le fait même de construire ça va tuer ce paysage, qu'il exalte. C'est la contradiction absolue, manifeste. Bon, alors c'est justement pas ça que faisaient ces centaines de générations qui nous ont laissé de beaux paysages, parce que eux, justement, ils n'avaient pas ce regard de nulle part à quoi aboutit le principe du mont Horeb, et qu'on cultivait les élites, la classe de loisirs, nous autres. Non, parce que eux, donc leur paysannerie, disons, ils vivaient dedans. Ils vivaient dedans en liaison concrète directe avec ces choses dont ils n'avaient pas fait des objets, comme la structure ontologique du sujet moderne en a fait. Et ils en prenaient soin parce que c'était leur vie même, leur existence quotidienne, non seulement leur existence quotidienne, mais ce que un philosophe japonais, Watsuji Tetsuro, appelait Ningen Sanza no Kozo Keiki, c'est-à-dire le moment structurel, le moment au sens de la mécanique, c'est-à-dire que c'est un couplage dynamique de deux forces, de deux termes, qui sont moi et mon milieu. Nous, notre milieu. Et c'est ça, c'est le moment structurel, c'est-à-dire le couplage dynamique des deux qui fait l'être humain dans sa plénitude. Et avant cette abstraction, cette déterrestration du sujet moderne, eh bien, il y avait cette plénitude. Et c'est ça. Dans cette plénitude, il y avait, entre autres, la pensée, l'action, le sentir. Tout cela allait ensemble. C'est ce que j'appelle concrescence, c'est-à-dire ça croît ensemble. C'est vraiment concret, c'est pas abstrait. Et c'est ça qui fait des beaux paysages. Alors, aujourd'hui, comment faire revivre cela ? Ça va bien au-delà de toute recette architecturale. Parce que si vous avez recette architecturale ou paysagère, certes, par exemple, quand on parle d'architecture située, ça prend en compte, justement, tout ce qui est autour, etc. Mais preuve est faite que, en général, ça n'occupe pas les étoiles, les stars. Hein, les stars. Vous connaissez le mot star-architect. Bon, mais alors, c'est même d'une star-architecture, c'est-à-dire une architecture qui descend des étoiles. Et elle se pose là. Je l'ai appelé dans un congrès, ça se passait à Philadelphie il y a 20 ans. J'avais parlé de E.T. architecture, cette architecture E.T., parce qu'elle se pose en elle-même n'importe où, ici, là, n'importe, aux quatre coins de la planète, au centre de Londres, comme ça serait à Barcelone, et comme certains voudraient le faire à Paris, maudit soit-il. Et dire que, bon, si on en reste là, on dira des goûts et des couleurs, on ne peut pas discuter. Eh bien, parce qu'effectivement, ça n'est pas seulement une question de goût, c'est parce que cette architecture-là, c'est la forme symbolique d'une structure ontologique profonde qui exprime, à sa manière, c'est-à-dire des formes architecturales, une acosmie, une décosmisation profonde qui découle, ça a pris du temps, qui découle du principe du mont Horeb, c'est-à-dire la déterrestration. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous reterrestrer. C'est ce que j'appelle la recouvrance de la terre. Alors la terre, on l'écrit de deux manières. La terre avec un petit t, c'est le sol
qui nous porte et qui permet de se nourrir, ça nous permet de vivre avec l'agriculture. Et c'est la Terre avec un grand T, c'est la planète, la biosphère. Bon, on en est quand même plus conscient qu'à l'époque où Le Corbusier écrivait, en 61. Hein, c'est dans les années 60, justement, que ça a commencé à changer et qu'on a commencé à se préoccuper de la question environnementale parce que, certes, comme Lassus nous l'a appris, le paysage, c'est pas l'environnement, effectivement, mais un paysage authentique ne va pas sans l'environnement. Et sans un souci pour l'environnement, pour la biosphère, pour la planète, la Terre avec un grand T, eh bien, le paysage, finalement, ne peut pas enclencher avec une pensée paysagère. Parce que même si le paysagiste, si les paysagistes peuvent faire des choses admirables à une certaine échelle, ils ne peuvent pas changer tout, n'est-ce pas ? Parce que c'est toute la société qui est en cause, là. Donc, c'est toute la société qui doit se mettre à penser, à agir, à exister autrement. Alors ça prend du temps. Vous voyez, par exemple, entre le moment où Descartes dit « je n'ai besoin d'aucun lieu pour être » et le moment où Le Corbusier fait la maquette de son hôtel des congrès, il se passe pas mal de temps. Donc il se passera pas mal de temps entre la prise de conscience qui est la nôtre aujourd'hui et vraiment des changements de comportement. La cause n'est pas entendue. Hein. Bon, vous voyez ce que M. Trump, hein, lui, le pays le plus puissant du monde, se met exactement à l'encontre de cette prise de conscience. Donc la bataille n'est pas gagnée, mais elle est tout de même en bonne voie, je dirais, parce que par l'exemple que je donne dans le livre, excusez-moi, dans le papier là. Pour terminer, c'est celui de la permaculture, avec un exemple qui devient fameux en France, la ferme du Bec et Loin. Les auteurs de cette entreprise, de cette expérience, c'est vraiment une expérience, elle est paysagère aussi, parce qu'il ne s'agit pas simplement de permaculture. Ils écrivent dans le livre qu'ils ont publié que, je cite un passage de leur livre, néanmoins, il y a des cas tout à fait concrets et précis où il faut changer radicalement. Alors, en l'occurrence, c'est ce que j'appelle la géoculture. Géoculture, c'est-à-dire, c'est à la fois cultiver le sol, la terre avec un petit t, et respecter la vie du sol, ce que ne fait justement pas l'agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, elle tue le sol au moins à double titre, d'une part avec tous ces biocides, aussi bien, enfin toutes sortes d'intrants là qui tuent la vie du sol, et par toute sa mécanique super lourde qui tasse et qui tue. Bon, donc ça, vous tuez la terre avec un petit t. Mais ça se place, cette agriculture industrielle, dans tout un contexte qui est notre genre de vie à nous, tous concernés, et qui est, pour le moment, encore très largement insoutenable. Donc c'est tout ça que nous devons changer, et quand on y sera arrivé, ça va prendre des décennies, mais tout de même, avec tous les moyens de communication actuels, ça prendra plus vite qu'entre Descartes et Le Corbusier.
nous pourrons, c'est le vœu que je fais, c'est le pari que je fais, nous pourrons faire revivre la pensée paysagère. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette explication de la notion de paysage et à travers l'histoire et tous les mots du paysage à travers l'histoire et les langues. Et dans votre texte, à un moment, vous parlez aussi de l'adjectif paysagère. Et c'est vrai que pour les paysagistes, cet adjectif pose souvent question. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots là-dessus? Et puis j'avais une autre remarque à faire, c'est effectivement dans l'enseignement du paysage, donc dans les écoles de paysage en France, l'enseignement ouvre largement sur le champ de tous ces mots dont vous avez parlé, qui sont le sentiment, le goût, la beauté, l'intuition, la cause, la posture, l'émotion, enfin tous ces... Et d'après vous, est-ce que cet enseignement du paysage, on pourrait l'enseigner dès la petite enfance ? Alors, l'idée fondamentale, c'est que les choses vont ensemble. L'ennemi public numéro 1, c'est l'abstraction du sujet moderne hors de son milieu. Il faut reconcrétiser. Alors, dès la petite enfance, justement, effectivement, reconcrétiser, au sens le plus direct de concret, faire des choses avec ses mains, c'est très important pour la jeunesse. Et avec des questions qui ne soient pas simplement de l'esthétique. Par exemple, je me rappelle, quand j'étais en 3e, on avait des cours des cours de musique. On avait 1 heure de musique par semaine. Et la professeure, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous faisait une histoire de la musique. Alors on parlait de la fugue et ceci. Et on n'écoutait jamais. Enfin, j'exagère un peu, mais quasiment jamais de la musique. Bon, c'était dans les années 50, donc il n'y avait pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Mais c'est ça, l'abstraction. Moi, j'avais 13 ans, qu'est-ce que la fugue? Mais je n'avais rien à faire. Je l'ai prononcé. Bon. Alors, une pensée paysagère, c'est une pensée qui va concrètement avec l'environnement, sans réduire le paysage, qui est fondamentalement une question esthétique, sans la réduire à une question écologique. Parce qu'il ne suffit pas que l'écosystème tourne rond pour qu'on ait ipso facto un beau paysage. Ça demande vraiment quelque chose de spécifiquement paysager et même paysagiste. Donc des professionnels, donc un enseignement professionnel. Mais dans cet enseignement professionnel du paysage, il ne faut surtout pas découpler cela des problèmes généraux de toute la planète. Donc, c'est toujours avoir en tête ce couple, la Terre avec un petit t et la Terre avec un grand T, le site, mais aussi tout l'environnement, tout le territoire, la biosphère. Voilà. Avez-vous établi des parallèles entre l'évolution du regard qui nous amène à se déterrestrer et l'évolution des techniques? Il se trouve qu'en même temps, depuis la Renaissance, qu'on prend du recul par rapport à notre milieu, on invente aussi des techniques qui vont peu à peu transformer le paysage et le transformer parfois de manière assez irrémédiable. Je pense par exemple à la voiture et à la manière dont elle a transformé complètement la ville et les territoires autour de la ville. Tout à fait. Dans un milieu humain, des milieux vivants, toute espèce, comme l'a montré Jakob von Uexküll, a son milieu propre qui n'est pas réductible à l'environnement universel, parce que l'environnement, il est le même pour tous, mais chaque espèce a son propre milieu. Bien. Et chaque culture humaine a son propre milieu, chaque société crée historiquement son propre milieu. Et un milieu humain est éco-techno-symbolique. Éco, c'est évidemment qu'il est écologique, forcément, mais aussi techno-symbolique.
Alors, un grand anthropologue, Leroi-Gourhan, a montré, et c'est une thèse qui, à mon avis, enfin, je ne suis pas le seul à trouver que c'est une thèse qui se tient vraiment fort, que le genre humain est apparu, il y a eu hominisation dans un triple mouvement où il y a eu à la fois extériorisation de certaines des fonctions du corps animal de nos ancêtres simiens, de certaines de ces fonctions d'un côté sous forme de système technique et de l'autre sous forme de système symbolique. Alors je ramasse cette idée de Leroi-Gourhan par 3 mots. Vous avez de manière concrètement liée 3 aspects dans cette évolution. Hominisation, ça c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire la transformation d'un simien en humain. Anthropisation par la technique, c'est-à-dire transformation matérielle de l'environnement sous l'effet de nos techniques. Et puis humanisation de l'environnement sous l'effet de nos symboles. Par exemple, qu'on appelle ça un paysage, parce qu'il y a derrière tout un système symbolique. Donc, un milieu humain, étant éco-techno-symbolique, il est entre autres dépendant de ces techniques. Et vous parliez de l'automobile, effectivement, comme vous le savez, l'automobile a un lien direct avec, par exemple, l'urbain diffus. Il n'y aurait pas d'urbain diffus s'il n'y avait pas d'automobile. On ne pourrait pas, matériellement pas. Et puis alors, ne parlons pas du paysage urbain, ce que l'automobile a fait au paysage urbain, hein, pour ne pas remonter à la phrase célèbre de M. Pompidou, hein, il faut adapter Paris à l'automobile. Et quand vous cherchez l'argument, et il parle de ce paysage magnifique qu'on a au débouché du tunnel, de je ne sais plus quel tunnel, là. Voilà. Et, comme Le Corbusier, hein, il n'a pas conscience que de faire cela, alors là ce n'est pas directement une barre qui tue, parce que on peut dire que matériellement, ça n'a guère transformé. Transformer les quais de promenade à pied en autoroute, bon. Sauf que c'est l'automobile qui est en cause. Bon, vous voyez, c'est directement lié, et on doit avoir conscience de tout cela. Heureusement, la société française, dans son ensemble, n'a pas été assez folle pour justement adapter Paris à l'automobile, au point où on l'a fait à Los Angeles. Mais ça va ensemble. Donc on doit, justement, de toutes ces résonances entre le technique, le symbolique et le physiologique, parce que nos manières de vivre aussi, elles sont concernées. De vivre biologiquement, j'entends. Voilà. Donc, un des maîtres mots de la mésologie, c'est-à-dire la science des milieux, que j'ai enseigné, continue à enseigner, dans le fil de ce que Uexküll avait appelé Umweltlehre. Et en faisant, il est le premier à avoir fait aussi distinctement la distinction entre ce qu'il appelait Umwelt et Umgebung. C'était dans les années 30. Umwelt, en allemand, le mot est un peu ambigu, parce que là, je l'entends vraiment dans le sens de milieu, et d'ailleurs, ça a été traduit par milieu en français. Et Umgebung, c'est le donné environnemental brut et universel. Umgebung, ça concerne toutes les espèces, sauf que les espèces n'en ont conscience et n'en tiennent compte, ne le vivent que à travers une relation spécifique qui prend la forme de ce qu'elles appellent Umwelt, enfin de ce que Uexküll appelle Umwelt. Donc Umwelt, c'est milieu, Umgebung, c'est environnement. C'est Uexküll qui a posé cette distinction, il était le premier à le faire, et la distinction que Lassus a faite entre paysage et environnement, elle découle de ça. Il n'en avait peut-être pas directement conscience, Lassus, mais c'est ça. C'est la même idée. Sauf que le paysage n'est pas tout le milieu. Hein, le paysage, c'est l'aspect sensible et surtout visuel du milieu. Moi, quand j'ai enseigné
pendant une bonne quinzaine d'années dans le DEA paysage, c'est ça que j'ai enseigné, que le paysage était un aspect, l'aspect le plus directement visible, justement, de notre milieu. Et ce point de vue mésologique, c'est-à-dire de ne pas réduire le milieu à l'environnement, c'est cela justement qui explique que la notion de paysage soit apparue à un certain moment de l'histoire. Quand Lassus a lancé le DEA, on était en plein dans une discussion générale là, entre ceux qui disaient que le paysage, c'est pas universel, et ceux qui disaient il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour voir du paysage, qu'on soit romain, qu'on soit chinois, ou qu'on soit n'importe quoi, on ouvre les yeux, on voit du paysage. Bon. Vous voyez, il y avait... Et le DEA paysage, un des surnoms qu'on lui a donné, je crois que c'était le point de vue culturel dans l'enseignement du paysage. Mais bon, parce que au centre de l'enseignement que le tronc commun entendait dispenser, il y avait ça, c'est que justement le paysage, ce n'est pas l'environnement. Donc le paysage, c'est dans certaines conditions historiques, culturelles. Bonjour, Pierre-Marie Tricot, paysagiste. Il me semble, enfin vous me direz si c'est mon analyse est juste, que vous prenez un peu le contre-pied de votre collègue de l'ES, Marcel Gaucher, pour qui le désenchantement du monde est plutôt quelque chose de... le désenchantement du monde, il le fait remonter aussi au Mont Oreb, pour faire court. Et c'est un peu le même processus, mais pour lui, c'est la manière dont il le présente est plutôt positive. C'est pour ça que je voudrais... C'est un peu une façon de faire l'avocat du diable, parce que enfin, toutes ces sociétés, justement, avant la dissociation du sujet et de l'objet, c'était quand même écrasé par la nature, par une nature qui est plus puissante qu'elle, où le loup mangeait l'agneau, où on était malade, où on ne savait pas très bien ce qui allait vous attendre, etc. Et tout le mouvement qu'il y a eu, notamment aussi depuis la Renaissance, et les Lumières, est plutôt quand même un mouvement de libération aussi. Et j'ajoute aussi, pour revenir au paysage, que c'est, comme vous l'avez dit vous-même, comme on le remarque, justement, c'est toute cette société où on crée du paysage, on ne le voyait pas par contre. Alors, est-ce qu'il faut choisir, justement, du coup, si on veut ne plus abîmer le paysage, il faut aussi renoncer à le voir. Oui, ça... Quand je parle devant une assemblée telle que la vôtre, souvent on croit que je plaide pour un retour en arrière. Ce n'est pas du tout le cas, c'est l'inverse. Je ne plaide pas du tout pour revenir au mode de vie de nos ancêtres, sans la technique moderne, etc. Je plaide pour un dépassement de la modernité. Dépassement de la modernité. Ça veut dire que, tout en tablant sur ce que la modernité nous permet, et en particulier la science, la médecine, tout ça, il s'agit nullement de rejeter cela, il s'agit de dépasser l'aporie, c'est-à-dire l'impossibilité, la contradiction insurmontable que j'ai dénoncée au début de cette allocution, qui est, je résume encore, l'amour de la nature qui nous conduit à détruire la nature. Et ça, la preuve est faite que ça n'est pas soutenable. Quand on consomme 1/3 de planète en plus chaque année, et bientôt ça va être 2 planètes, ça ne peut pas durer. Voilà. Donc un philosophe sociologue comme Gaucher n'en a pas assez conscience, et si on n'est pas d'accord, c'est sur ce point-là. Moi, en tant que géographe, j'ai très directement conscience de ce problème de la Terre dans son ensemble, et quand je plaide pour une recouvrance de la Terre, avec un grand T, c'est pas moi qui ai inventé le terme recouvrance. Une petite anecdote en passant, il y a quelques années, en Corse, j'avais un séminaire de mésologie, et puis en discutant avec une collègue,
on en était venu à parler du riacquisto des Corses. Hein, riacquisto, c'est la récupération. Alors justement, c'est difficile à traduire, c'est-à-dire comment traduire ça? Elle me disait, comment traduire ça? Alors moi, quelque chose m'a résonné en tête, j'ai dit, et pourquoi pas recouvrance? En l'occurrence, il s'agit de recouvrer la culture corse. Bon, d'où venait dans ma tête ce mot? Eh bien, c'est que c'est un toponyme que j'avais rencontré dans ma vie. Je l'avais rencontré, je pense, la première fois à Québec, parce qu'il y a une église qui s'appelle Notre-Dame de Recouvrance. Là, il s'agissait de récupérer Québec. Hein? Oui, j'en viens. Ça avait commencé dans ma tête avec un souvenir québécois. Alors là, il s'agissait de reprendre Québec aux Anglais. Bon, c'est récupéré. Mais c'est beaucoup plus beau quand on prend ça en Normandie ou en Bretagne, où de nombreuses églises s'appellent Notre-Dame de Recouvrance. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire on priait Marie, la Sainte Vierge, pour pouvoir retrouver la terre après être parti en mer et ne pas se perdre en mer. C'est ça, recouvrer la terre. Bon, eh bien nous sommes en train de détruire non pas la terre, parce que la terre, elle se fout de l'humanité, hein, elle en a vu d'autres, par exemple au Permien, mais il s'agit tout simplement de pouvoir subsister sur cette planète. Donc, si vous voulez, de préserver l'écoumène, qui est la relation à la fois géographique et ontologique de l'humanité avec la Terre. C'est l'écoumène qui est la vraie demeure, oikos, la vraie demeure de l'être. Hein, je ne dirais pas comme Heidegger que la demeure de l'être, c'est le langage. Non, c'est l'écoumène, qui comprend bien entendu le langage, puisqu'elle est éco-techno-symbolique. Voilà. Donc, il s'agit de recouvrer ce lien, c'est-à-dire d'en finir, de surmonter le principe du mont Horeb. Et ça nous concerne tous, aussi bien directement les paysagistes, pour qu'ils agissent et qu'ils se battent contre les gens qui veulent détruire le paysage, les architectes, parce qu'ils quand même, ils n'en sont pas tous à vouloir faire des mêmes tours qu'à Londres, en plein Paris, heureusement, etc., etc. Ça nous concerne tous, y compris les philosophes, tout. Et les géographes, bien sûr. Merci. Donc Michel Pénat, paysagiste. Donc merci d'abord parce que ça fait très longtemps que vous alimentez notre réflexion depuis qu'on suivait les cours de Bernard Lassus et le DEA. Je ne suis pas aussi vieux que Lassus, mais j'ai quand même 75 ans, donc ça fait très longtemps qu'on vous lit. Alors, d'une part, une question, c'était est-ce que la pensée paysagère, est-ce que disait Béatrice tout à l'heure, c'est vrai que ce mot de paysager, paysagère, pour nous, paysagistes, c'est un peu connoté d'archaïsme et de vieillerie. Et c'est vrai que c'est un mot qui a été difficile d'emploi, et Lassus l'employait volontiers, mais c'est vrai que c'était un mot peu accepté chez les paysagistes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu... Est-ce que ça veut dire la même chose que la pensée issue du paysage? C'était un peu l'explication qu'on aurait pu l'appeler la pensée issue du paysage. Ça, c'était la première question. La seconde, évidemment, c'est celle qu'on se préoccupe tous, nous, paysagistes, c'est comment passer de la pensée paysagère au projet. Et c'est vrai que vous avez beaucoup pratiqué des paysagistes, et nous, c'est notre grande question, c'est comment puis-je appliquer la pensée paysagère ou le travail que vous avez fait théorique, vraiment, sur la question du paysage, passionnant et tout à fait... qui nous a alimenté considérablement, mais comment faire pour le transcrire en données opérationnelles sur le terrain lorsqu'on a un projet à faire? Oui, alors, comme vous savez, j'ai fréquenté pendant tout le temps du DEA paysage très directement des paysagistes, le premier Lassus donc, mais je n'ai jamais pratiqué directement le paysage, je ne suis pas paysagiste. Alors qu'est-ce que je peux apporter? C'est un très vieux problème pour ce qui me concerne. D'ailleurs, je vous ai dit que mon premier enseignement à l'école des Beaux-Arts avec des architectes,
en 67. Je venais de la géographie et je leur parlais de géographie urbaine. Hein, c'est ce que... Bon, alors, ils me disaient, ils me posaient la question, enfin, du moins, je sentais que nous autres, architectes, on fait les villes, et toi, tu en parles. Donc, à quoi tu sers? Oui. Et ça revenait encore à un souvenir cuisant. Là, c'est au début des années 60, quand je faisais mon service au service géographique de l'armée. Mes collègues, en tant que géographe, j'ai fait mon service là, mais tous mes collègues, il n'y en avait pas un qui était géographe, c'était tous des géomètres, des graphistes, etc., parce que le travail qu'on avait à faire, c'était faire des cartes. Bon. Alors, ils me disaient, et puis il y avait aussi d'autres métiers artisanaux, divers, et nous, on fait des choses concrètes. Toi, tu parles. À quoi tu sers? Enfin, l'idée, c'est que la classe de loisirs, en fait, elle n'est pas nécessaire, ou elle est moins nécessaire à la survie de l'humanité que ne le sont les paysans. Vous voyez, on peut dire ça. Mais tout de même, il y a un vieux proverbe qui dit « il faut de tout pour faire un monde ». Donc il faut même des intellectuels. Hein. Pourquoi? Parce que, tout de même, pour se conduire humainement, tout humain pense, étant sapiens, et pour éviter de tomber dans des formes, des folies meurtrières ou autres, il faut construire une culture, voilà, et tout le monde y participe. Alors, une pensée paysagère, ça demande non seulement des paysagistes possédant toute une technique de l'horticulture et tout, mais ne pas se réduire à ça, que les paysagistes aient une conscience de la terre avec un grand T, et que les intellectuels, ils aient un peu conscience tout de même qu'il n'y a pas que les idées. Sinon, on tombe dans ce que je dénonce comme métabasisme. Métabasisme, ça veut dire, je l'ai entendu texto dans un colloque, on en a fini avec la base. Ça se passait dans les années 90 et ça se passait à la Tourette, figurez-vous, hein, un colloque à la Tourette. Je ne me rappelle plus quel était c'était Chris Younes qui l'avait organisé. Donc il y avait des architectes, il était question d'espace. Et j'y étais convié à ce titre aussi, j'avais écrit sur l'espace. Alors c'était concrètement, voilà, c'est une belle expérience paysagère que la Tourette, parce que vous avez ces pilotis, hein, vous connaissez, parce que c'est bâti à flanc de coteau, il y a des pilotis, et sous les pilotis, la terre est morte. La première fois que je l'ai vu, ça pousse pas puisque il y a un bâtiment au-dessus. Ça m'avait fait une très forte impression, parce que ce bâtiment, il avait tué la terre avec un petit T. Voilà. Donc, il faut, pour arriver à mettre tout ça ensemble, il faut quand même des gens dont le métier soit de penser, hein, qui mettent les idées les unes avec les autres, et de raccorder tout ça d'une manière qui est de l'ordre, c'est-à-dire qui soit cosmique. Parce que cosmos, ça veut dire ordre. Et nous sommes décosmisés. La modernité nous a décosmisés parce qu'elle nous a déterrestrés. Hein, je vous ai donné quelques exemples. Donc, il faut se recosmiser en prenant conscience fondamentalement de la vie de la Terre avec un petit t et de la vie de la Terre avec un grand T. Et puis, recosmiser, ça veut dire refaire le lien concret entre les valeurs fondamentales de l'humanité, qui sont le bien, le beau, le vrai, que l'analytisme, analytique, ça veut dire qui sépare, qui diabolise. On a pas mal, les intellectuels se gargarisent de ce mot. Hein. Diabolique, ça veut dire vous séparer, vous jetez de part et d'autre. Allez. Bon. Eh bien, la modernité, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dissocié, elle a décosmisé
Le bien, le beau, le vrai. On vous a appris, martelé que l'esthétique, ça n'a rien à voir avec la morale. Hein, c'est pas avec comme disait Gide, avec de bonnes idées qu'on fait de la bonne littérature. Donc le bien et le beau ne vont plus ensemble. Et de son côté, la science, qui revendique le vrai, je mets la religion de côté pour l'instant, parce qu'elle aussi, elle revendique le vrai. La science, pour être scientifique, elle doit faire abstraction justement des valeurs humaines, aussi bien le beau que le bien, pour trouver le vrai. Voilà, hein. Donc pour trouver que l'eau c'est H2O, eh ben, vous devez faire abstraction que c'est agréable de boire de l'eau, hein, et que c'est beau de voir la mer qu'on voit danser. Oui, bonjour, Priscilla Deroux, je travaille dans l'aménagement du territoire. Je voudrais introduire la question sociale par rapport à ce que vous avez dit. À Paris, les berges vont à nouveau revenir aux piétons. À Marseille, l'autoroute qui couvre le paysage du port reste. C'est une ville pauvre. Vous avez dit aussi qu'en Chine, la classe de loisirs, enfin c'est la classe de pouvoir, elle avait le temps de penser l'esthétique du paysage. Est-ce que ça veut dire que on dit souvent que l'urbain diffus est le refuge des classes plus pauvres. Je ne pense pas que ce soit exactement le cas parce qu'on met tout dans le même panier aussi. Bon. Mais en fait, la question que je voulais poser, c'est pour retrouver, j'allais dire reterritorialiser, reterrestrer. Moi, je suis habituée à reterritorialiser. Pour reterrestrer, est-ce que ce processus est uniquement l'apanage ou va être uniquement l'apanage des lieux élitaires? Des lieux élitaires. Des lieux élitaires. Est-ce que cette pensée s'appliquera dans le futur à plutôt des lieux, j'aime bien le mot lieu élitaire plutôt que catégorie sociale élitaire. Oui. Je sais pas, c'est un peu basique comme question. Oui, oui. Alors, la classe de loisirs que je stigmatise, je ne dis pas qu'il faille la supprimer. Non, pas du tout, parce que moi j'en fais partie, non pas dans le sens où je serais capitaliste, mais parce que je suis payé par la richesse du pays qui peut se payer des profs. Oui, c'est pas tous les pays qui peuvent. Donc je suis le scribe accroupi, vous savez, au musée de cette recouvrance de la terre, elle a des aspects sociaux, parce que justement, l'accès à la Seine par tout piéton, ça concerne tous les Parisiens. Bon, vous dites qu'à Marseille, on n'a pas pu se le payer. C'est parce que les autorités en charge n'ont pas eu le courage de le faire. Parce que en Corée, à Séoul, à une époque où les Coréens n'étaient pas aussi riches qu'ils le sont devenus, on avait fait courir au-dessus de la rivière sacrée qui, dans la géomancie du Feng Shui, a donné le sens à la capitale qui était Séoul. Il y avait une rivière, j'ai oublié comment elle s'appelle, qui coulait à travers la ville. Et la ville s'était organisée à partir de cette rivière. Donc elle avait vraiment un sens cosmique. Qu'est-ce qu'a fait la modernité? Elle a fait courir une autoroute au-dessus. Donc c'est devenu un égout. Eh bien, un candidat à la mairie de Séoul, je ne sais plus exactement quand, j'ai oublié son nom, il a eu le courage de faire toute sa campagne sur là en courant, ce serait de découvrir. Hein, c'est pas recouvrir, hein, non, c'est recouvrer au sens de ryakuistu, en coréen. Et voilà, ils ont recouvré le sens cosmique de cette rivière au centre de la ville, et ils ont été paysagers. Donc vous en avez certainement entendu parler. Maintenant, c'est devenu une promenade où tout le monde aime aller. Ça, c'est populaire. Il faut avoir le courage politique. Donc il ne faut pas trop voter à droite, dirais-je. D'autres remarques ?
Juste, est-ce que votre pensée, vous la rapprochez de la pensée d'Edgar Morin, dans la pensée complexe, justement, où le symbolique et le concret peuvent se mélanger, justement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que c'est à peu près ça, la pensée cosmique? La pensée mésologique, je répète encore, c'est éco-techno-symbolique. Ça va ensemble. Et cet aller ensemble, avec un trait d'union entre deux, ça devient substantif. C'est l'aller ensemble. Il ne faut pas Enfin, c'est nécessaire pour la science. La science doit continuer à le faire. Et la science, elle peut mener à tout. Elle peut mener, entre autres, à redécouvrir la vie des sols. Hein? Parce que la science, qui effectivement, elle dit ce qui est et non pas ce qui doit être, hein, c'est à nous autres, avec ce que nous apporte la science, nous autres citoyens, que nous devons décider ce qu'on va faire avec. Voilà. Donc, au lieu de tuer la Terre avec des biocides, hein, il s'agit de tirer, comme fait la permaculture, de tirer parti de la vie de la Terre, justement pour que ça pousse mieux. Et ça pousse mieux, avec beaucoup moins d'intrants et d'énergie et d'argent, en fin de compte. C'est faisable. Bon, évidemment, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain.